Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, lundi 27 février. Voici les titres. One Forest Summit. Le président français Emmanuel Macron arrive en terre gabonaise dans le cadre du One Forest Summit. Une visite qui suscite des interrogations. Notre rédaction a recueilli les avis des populations. Vous le verrez. CEAC, Ali Bongo Ondimba reçoit le fanion de la présidente tournante de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'était au cours de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État en République démocratique du Congo. Et puis FESPACO 2023. Le Sénégal est bien représenté au cours du Festival africain du 7e art de Ouagadougou par l'autruchement du docteur Massamba Gueye. Vous verrez son interview en exclusivité dans ce journal. En ouverture, les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEAC s'est tenue ce week-end en République démocratique du Congo. Le chef de l'État était à Kinshasa et a pris part aux travaux de cette rencontre. Presse présidentielle. L'aéroport international de Njili, première étape du séjour du chef de l'État à Kinshasa, dans le cadre de la 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Ali Bongo Ondimba y est accueilli par les autorités gabonaises et congolaises. La cité de l'Union africaine abrite donc ce sommet qui donne également lieu à la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, Antoine Félix Tshisekedi, et le nouveau président de la CEAC, Ali Bongo Ondimba, pour un mandat d'une année. La 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, couplée avec la toute première conférence maritime de la CEAC, a réuni en présentiel 7 chefs d'État sur 11 nations membres de cette organisation qui se veut être un outil de coopération et d'intégration régionale. Prenant la parole tour à tour, le représentant de l'UNOCA a évoqué plusieurs points, dont celui relatif aux ressources naturelles pour une transition écologique afin de mieux promouvoir le développement et l'intégration des peuples. Le président de la commission de la CEAC est quant à lui revenu sur l'importance des réunions préparatoires de la dite conférence qui a permis de passer en revue les actions de la CEAC. Le président en exercice sortant a fait le bilan de son mandat à la tête de l'institution communautaire avant de rappeler que l'engagement du président en exercice rentrant de la CEAC au profit de la communauté de l'Afrique centrale n'est plus à démontrer. La passation de pouvoir entre les deux hommes d'État a permis au chef de l'État gabonais de prendre la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour un mandat d'une année. Et puis, au cours de cette rencontre, le président sortant de l'institution communautaire, Félix Tshisekedi, a passé le fanion à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, le nouveau président en exercice de la CEAC. Le chef de l'État est revenu sur le chantier de son nouveau mandat. Presse présidentielle. Ali Bongo Ondimba prend la présidence de la CEAC en trouvant dans son agenda plusieurs chantiers. L'institution communautaire a plusieurs défis à relever, dont ceux relatifs à la gouvernance financière, au financement de l'organisation, à la paix, à la sécurité et à la lutte contre la piraterie maritime à travers la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé. Le numéro 1 gabonais prend le mandat de la CEAC à un moment où l'on attend une impulsion forte, une dynamique déjà démontrée lors du dernier mandat du président gabonais à la tête de la CEAC et qui avait vu l'aboutissement des réformes institutionnelles historiques. Ce nouveau challenge confié au Gabon est l'occasion de dresser des ambitions plus courageuses. Ces dernières s'accompliront de manière collective pour la région Afrique centrale et au profit des populations. Tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Aussi, nous faudrait-il peut-être examiner les termes de sa modification ou de sa substitution par d'autres instruments plus appropriés.
Notre volonté politique d'y parvenir ne doit pas faire faillir, car notre communauté doit résolument être forte. Et c'est tout le sens de mon appel à vous, mes chers pères. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. Au cours de cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, qui a vu le président gabonais porter à la tête de l'institution, une motion de remerciement a précédé la lecture du communiqué final. Le président de la République gabonaise a désormais quitus de porter haut la vision de développement et d'intégration de la communauté économique régionale pour le compte de l'Afrique centrale. Ali Bongo Ondimba en a profité pour réitérer l'importance des forêts dans la lutte contre les changements climatiques. Le One Forest Summit qui se tiendra à Libreville dans les prochains jours est une rencontre de haut niveau dans le but de faire progresser l'ambition collective en matière de préservation et de gestion durable des forêts tropicales. L'arrivée du président français Emmanuel Macron au Gabon dans le cadre du One Forest Summit suscite des réactions diverses de la part de nombreux Librevillois. Écoutons leurs avis au micro de Jack Dougassa Yembi. Ça fait combien d'années que les présidents français ne sont plus jamais arrivés au Gabon? Bon, on se dit qu'il ne vient pas pour ça, il vient pour autre chose. Son arrivée n'est pas pour ça, mais c'est pour autre chose, vu que les élections sont en vue et qu'il y a d'autres choses qui vont se dire derrière, qui sait? Qu'est-ce que ça a à y voir? Ou c'est officieusement ou officiellement qui vient pour ça? Puisque nous avons des parcs. Nous avons combien de parcs au Gabon? Nous avons 13 parcs, voilà. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi il vient, puisque nous préservons notre faune et tout. Nous allons dire que c'est une bonne chose vu l'état avancé du dégradement du réchauffement climatique. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui il arrive ici, mais dans le fond, il arrive pourquoi? Nous avons 13 parcs nationaux, nous avons 11% de notre territoire que nous avons donné pour préserver justement la faune, la forêt et tout le reste, oui. Mais nous, on n'est pas développés, nous les Africains. Aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale, en partie le bassin du Gabon qui est le poumon gauche et l'Amazonie le poumon droit. Mais nous, on fait quoi? On gagne quoi dessus? On permet à tout le monde de vivre. On gagne quoi dessus? C'est bien que le président Macron arrive chez nous. Oui, c'est bien qu'il vienne voir comment on fait des efforts pour préserver la faune, pour préserver la biodiversité chez nous. Mais au fond, on gagne quoi nous les Gabonais? On gagne quoi nous les Africains? Est-ce que c'est pas encore un autre sommet pour venir nous mettre un peu de baume sur le corps et après... voilà quoi. Moi, de façon personnelle, c'est une visite qui ne m'enchante pas trop parce que moi, je vois pas trop l'importance d'un Macron au Gabon, surtout en cette période où, quand on voit un peu l'actualité en Afrique de l'Ouest, comment les choses bougent là-bas, moi, je trouve ça un peu curieux. Bon, de façon générale, je dirais que moi, je suis contre cette arrivée de Macron au Gabon. En tant que Bantou, je vais souhaiter à notre hôte la bienvenue et en tant que Bantou également, j'aimerais qu'il entende de manière plus profonde les mots que l'Afrique lui soumet d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, nos deux pays sont liés, mais nous attendons avec force la reconnaissance de certaines choses qui permettra donc à tous les cœurs de se poser littéralement. Donc nous observons notre petit frère en lui souhaitant une bonne venue, donc une bonne arrivée. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a reçu en audience le bureau directeur de la Société gabonaise de néphrologie. La présentation de la nouvelle entreprise et les échanges autour des maladies rénales ont constitué les principaux objectifs de cette rencontre. Jessica Ondjoa. Les représentants de la Société gabonaise de néphrologie, mise sur pied en cette nouvelle année, ont présenté au patron de la santé dans notre pays les objectifs qui sont, entre autres, renforcer les structures sanitaires de Libreville. Des échanges qui semblent satisfaisants pour les deux parties. Monsieur le ministre a donné toutes les assurances pour nous accompagner dans cette mission. Il nous a également prodigué des conseils.
Donc nous comptons bien sur lui pour faire un plaidoyer au niveau institutionnel, au niveau gouvernemental, pour nous accompagner et nous soutenir dans cet élan. Nous sommes une organisation savante et que nous voulons être un partenaire de proposition pour les autorités ministérielles, notamment le ministère de la Santé, mais nous voulons également être une force d'encadrement pour les centres qui prennent en charge les malades insuffisants rénaux au Gabon. Face au patron de la santé, le responsable de la dite structure est revenu sur les enjeux du partenariat. L'élaboration du travail en vue de promouvoir la néphrologie était également inscrit à l'ordre du jour. Nous voulons faire la promotion de notre discipline qui n'est pas très connue du grand public. Et c'est ce qui explique ce qu'on voit au quotidien, les patients qui ne savent pas grand-chose des maladies de rein, notamment comment faire pour prévenir ces maladies. Et donc c'était un peu le message fort contre le ministre. Porté sous les fonds baptismaux le 10 février 2023, la Société gabonaise de néphrologie s'inscrit dans sa première visite en prélude à la Journée mondiale du rein, célébrée le 9 mars prochain. Une occasion d'informer, de sensibiliser et de dépister la population en grand nombre. Après la fin à Libreville des travaux de la concertation politique au Palais, du bord de mer au sortir de cette rencontre, certains leaders d'opinion ont tenu à réagir à la suite des conclusions adoptées dans le rapport final. Jessica Ondjoa. Débutée depuis le 13 février, la concertation politique a pris fin ce 23 du même mois. Certaines formations politiques n'ayant pas été associées à la concertation se sont prononcées sur les questions débattues pendant les discussions. Il faut commencer par remercier le président de la République qui a eu l'initiative de cette convocation et qui a su délimiter le champ d'examen qui concernait cette concertation. Parce que s'il avait laissé faire, chacun aurait mis de son idée ou de sa perspective. Mais les choses ont été circonscrites pour que la concertation ne concerne que le volet électoral, notamment le code électoral. Et les conclusions auxquelles les uns et les autres ont abouti dans un temps relativement court prouvent effectivement que tout le monde s'est consacré à l'essentiel. L'essentiel était de réexaminer dans le cadre du code électoral les éléments heurtants. À la recherche d'une élection transparente et au lendemain apaisé, les participants à cette rencontre ont opté pour une élection à un tour, une décision diversement appréciée. Beaucoup de gens ont estimé que c'était un recul de la démocratie. Je crois qu'il faut s'en tenir à l'essentiel. Vous savez, l'essentiel, c'est de regarder le processus ou les séquences électorales dans notre pays. On reste toujours dans une dynamique où une élection conditionne une autre. L'élection en deux tours n'était pas, à mon humble avis, quelque chose qui garantissait la transparence électorale. On est à chercher les mécanismes de transparence. On n'est pas à chercher les formulations les plus complexes d'une élection. On avait déjà arrêté l'élection à deux tours en 2018 lors du dialogue d'Agonje. Nous n'avons même pas encore expérimenté ce qu'on avait arrêté à Agonje. On commence à remettre cela en cause. Le seul vainqueur, le seul gagnant de cette concertation, c'est le camp de la conservation du pouvoir. C'est Ali Bongo. Je ne dirais même pas Ali Bongo, c'est l'entourage d'Ali Bongo. Parce qu'ils ne rendent aucun service, ni au président de la République, ni au Parti démocratique gabonais. Parce que l'opposition d'aujourd'hui, c'est la majorité de demain. La majorité d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain. Cette concertation a été véritablement un pont aux ânes. Parce que la question principale qui faisait l'objet de cette convocation, de cette concertation, n'a pas été évoquée. C'est-à-dire que la transparence électorale. Si certains leaders n'ont pas pris en compte cette concertation politique, le rendez-vous a été néanmoins respecté par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.
Les assises politiques qui se sont tenues 10 jours durant avaient pour objectif apporter des solutions aux différents problèmes qui minent la politique gabonaise. Seulement, lors des résolutions, la jeunesse n'a pas été considérée, malgré son importance en matière électorale au Gabon. Le constat d'Alexandre Baondo. Débutée depuis le 13 février, la concertation politique a pris fin ce 23 du même mois. Au moment où la classe politique gabonaise sort de la concertation nationale, une question s'impose. La jeunesse gabonaise a-t-elle été prise en considération? Si parmi les conclusions de la dite rencontre, il ressort que l'éligibilité pour le président passe de 18 à 30 ans et que l'éligibilité des sénateurs de 40 à 35 ans, on est en droit de se demander quel autre point a été évoqué pour l'intérêt de la jeunesse politique gabonaise. Représentant 70% de la population gabonaise, la jeunesse est particulièrement significative en matière de vote dans le Gabon. Pourtant, la jeunesse, lors de cette messe politique, était en retrait, notamment en termes de décisions électorales. Leurs points de vue se sont vus banalisés et foulés aux pieds par les responsables des mouvements politiques qui bravent l'argument de l'expérience et de l'âge. Il n'est donc pas étonnant que cette jeunesse se désintéresse de la gestion de la cité. Pourtant, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la jeunesse ne manque pas d'être au centre des discours publics. Elle est considérée, je cite, comme le fer de lance de la nation, la garantie la plus sûre pour l'avenir au présent. Fin de citation. Ne pas tenir compte de la jeunesse a été une fois de plus une erreur pour la classe politique gabonaise. Cette concertation politique aurait pu être une occasion en or de réconcilier la jeunesse et la politique. Comme le disait un grand penseur, il n'y a pas plus grande injustice que celle d'être rendue inutile. Ceci pour dire que dans un pays dont la démocratie est en construction comme le Gabon, il est inconcevable de parler d'un approfondissement du processus démocratique sans que la participation de toutes les catégories de la société ne soit effective et croissante. L'Union nationale initiale a tenu avant-hier un point de presse, occasion pour ce parti de l'opposition gabonaise de saluer les avancées politiques obtenues au cours de cette concertation politique, non sans évoquer la question des prisonniers politiques. Alexandre Baondo. Si d'une certaine manière une frange de l'opinion nationale remet en question les résolutions de la concertation politique nationale, ce n'est pas le cas de l'Union nationale initiale de Paul-Marie Ngonjo. C'est du moins ce qui ressort du point de presse tenu par ce parti de l'opposition. Pour celui-ci, la concertation politique qui s'est tenue 10 jours durant est satisfaisante. UNI se réjouit des avancées faites au cours de la concertation, notamment 1. L'alignement des mandats pour donner plus de cohérence dans les mandats du pouvoir exécutif et celui du pouvoir législatif pour commencer et terminer ensemble. De même que ces alignements évitera à notre pays d'organiser des élections tous les 18 à 24 mois. Il constituera un gain de temps et d'argent pour permettre au pays de se mettre résolument au travail sans les entraves politiques, de campagne et de tensions électorales. 2. Le consensus obtenu entre les deux camps politiques sur la désignation des membres des bureaux des conseils locaux. Celle-ci se fera désormais proportionnellement de manière à refléter la configuration politique du Conseil. Dans l'optique de ramener la cohésion au sein de l'arène politique gabonaise, l'UNI envisage œuvrer non seulement pour la sortie de prison de certains compatriotes, mais aussi pour le retour d'exil des acteurs politiques. Enfin, l'UNI s'impliquera pleinement pour que le retour de nos compatriotes qui sont réfugiés à l'étranger pour leur sécurité soit rendu possible dans le cadre du comité de suivi. Il en sera de même pour les autres compatriotes, leaders politiques et religieux injustement incarcérés pour des raisons d'opinion. Il faut dire que l'Union nationale initiale est à pied d'œuvre depuis le lancement officiel de ses activités pour jouer un rôle prépondérant lors des prochaines échéances politiques.
Cap à l'international, cette fois-ci en Italie, où une soixantaine de migrants ont péri hier dimanche dans le naufrage de leur embarcation en Méditerranée près de la ville italienne de Crotone, en Calabre, au sud du pays. Une tragédie qui, selon les gardes-côtes, est due à l'embarcation qui s'est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte. Des images, comme vous pouvez le voir, qui ont montré des débris de bois décimés sur une certaine 2 mètres de la plage où se trouvaient de nombreux secouristes et des rescapés en attente de leur transfert vers un centre d'accueil. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Cap au Burkina Faso, cette fois-ci, où l'édition 2023 du FESPACO s'est ouverte samedi dernier à Ouagadougou. Le correspondant de TV Plus Afrique sur place, Moussa Ranmé, est sur le site du festival et il a interviewé pour vous l'un des grands cinéastes africains, par ailleurs le conseiller technique du président sénégalais, le docteur Massomba Gueye. Regardez. 28e édition du FESPACO pour ce qui concerne la cérémonie d'ouverture vient de finir tout à l'heure et nous sommes devant même le palais des sports de Ouagadougou avec Dr Gueye qui va nous parler un peu de ses sentiments après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture. Je vous rappelle que Dr Gueye vient du Sénégal, un cinéaste d'ailleurs que vous connaissez très bien dans le monde du cinéma, disons africain. Docteur, bonsoir et bienvenue ici à Ouagadougou. Comment vous avez trouvé, disons, cette cérémonie d'ouverture? Mais c'est une très belle cérémonie. L'écriture chorégraphique de Serge Aimé Coulibaly a donné un parfum exceptionnel. Mais la clôture aussi par la chorale, la rencontre entre la modernité et la tradition, les discours d'ouverture, mais surtout la qualité des projections qui sont promises ont donné une belle cérémonie. Donc moi, en tant que Sénégalais, travaillant aussi siégeant au Fonds de développement du cinéma et de l'audiovisuel, le FOPICA, je suis très heureux de voir que l'Afrique aujourd'hui tient à financer le festival et le cinéma africain. C'est un honneur et un plaisir, c'est une très belle fête. J'espère que le reste sera comme ça. Docteur, le Sénégal était un pays invité d'honneur lors de la 27e édition et cette année c'est la 28e édition, le Sénégal est encore présent. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence entre la 27e et cette 28e édition? Mais ce qu'on a trouvé comme différence, c'est qu'il y a une amélioration. Déjà, la cérémonie d'ouverture est très courte, elle est très professionnelle. Nous avons trouvé aussi que l'ancrage dans le Mandé avec le Mali comme pays invité d'honneur a donné une nouvelle dynamique dans ces pays qui ont besoin de paix et de stabilité. Je pense que c'est la résilience et cela. Il y a aussi la jeunesse de la programmation. Il y a beaucoup plus de jeunes cinéastes et je pense que cela va donner un parfum exceptionnel. Et demain, je pense qu'à la libation, l'hommage qui sera rendu aux pionniers sera un hommage aussi qui permettra de lier les pionniers aux derniers. Et ce n'est pas un hasard si Safi Faye, la première femme cinéaste africaine, est décédée un jour avant l'ouverture du festival. Oui. Docteur, la sous-région vit une crise sécuritaire. Le thème cette année, c'est culture, disons, cinéma d'Afrique et culture pour la paix. Et comment vous trouvez ce thème-là et qu'est-ce que le cinéma peut apporter comme solution pour la lutte contre le terrorisme? Mais le cinéma est porteur de messages, et il est porteur d'imaginaire, il est créateur d'un idéal de vie. Le cinéma doit pouvoir porter un espoir, raconter les réussites de l'Afrique et porter les discours de résilience. Le cinéma doit changer le discours de colonisation des mémoires que les terroristes et les djihadistes font pour proposer une Afrique qui espère, une Afrique qui gagne et une Afrique qui domine. Donc la culture doit être l'entrée par laquelle on lutte contre le terrorisme. Ok. Docteur, un mot pour la population du Gabon qui vous nous suit actuellement? Je donne rendez-vous aux Gabonais en fin juin. Je serai au Samba professionnel. Le Gabon est un pays que j'aime et les Sénégalais considèrent le Gabon comme une terre sainte. Vive le Gabon, restez comme vous êtes, avancez mais ne changez pas. Merci beaucoup docteur et excellente soirée à vous. Bon séjour à Ouagadougou. Voilà, nous étions avec docteur Massomba Gueye, conseiller technique à la présidence du Sénégal, qui était d'ailleurs participant à cette cérémonie d'ouverture du FESPACO 2028. Voilà, qui va remporter cette 28e édition du FESPACO. La réponse, c'est dans une semaine, c'est-à-dire le 4 mars prochain. Au Cameroun, le coût de vie a atteint une augmentation vertigineuse, les prix doublant le seuil de tolérance en zone CEMAC, une situation inquiétante pour les populations. Récit de Ralph Lenyongo. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le taux d'inflation au Cameroun est à 6,3%, doublant le seuil de tolérance de 3% admis dans la zone CEMAC.
À en croire la même source, ce niveau général des prix est soutenu en grande partie par l'accroissement de 12,9% des prix des produits alimentaires et de 6,3% des prix de services, de restaurants et hôtels. Parmi les produits alimentaires mis à l'index par l'Institut national de la statistique, 5 affichent des augmentations de prix dépassant 10%. La hausse la plus importante est observée sur les huiles et graisses, dont les prix ont cru de 27% au cours de l'année 2022, en raison de l'augmentation de 5 000 francs sur le prix du sac de farine en début d'année et des difficultés d'approvisionnement en blé depuis la Russie, premier fournisseur du pays du fait du conflit avec l'Ukraine. Les prix des pains et céréales ont quant à eux cru de 16,3% dans le pays en 2022. Le top 5 des produits ayant contribué à booster l'inflation est complété par les poissons et fruits de mer, 14,4% que le pays importe massivement, les viandes, 12,2%, ainsi que des produits tels que le lait, le fromage et les œufs, 10,7%. Tout est cher. Des choses que tu pouvais par exemple acheter moins cher avant ont augmenté 3 fois plus aujourd'hui. Il y a une grosse augmentation du savon, du riz, de tout, explique Pong Nadine, ménagère chez un particulier à Yaoundé. Pour Ousseni Jibril, chef de famille, le sac de mil qui était vendu au nord à 10 000 ou 15 000 francs est désormais à 22 000 et même 25 000 francs. On va nourrir les enfants comment, s'interroge-t-il. Pour le bien de tous, il est impératif que le gouvernement camerounais trouve des solutions pour sortir de cette crise. Au Soudan, un artiste mosaïste fait revivre les moments historiques du pays à travers ses œuvres et ambitionne à inscrire cet art dans la mémoire collective du peuple soudanais. Récit de Modeste Bazangoy. À Khartoum, l'artiste soudanais Abou Bakr Al-Sherif travaille dans son atelier. Le mosaïste espère faire connaître son art en créant des œuvres représentant des personnalités. L'idée de l'œuvre, c'est la participation des gens et des révolutionnaires en même temps. J'étais intéressé par la diffusion de l'art de la mosaïque à une plus grande échelle. C'est pour cette raison que j'ai créé l'œuvre d'art du leadership. Mais malheureusement, elle a été détruite lors de la répression criminelle du City. Son activité fait revivre des événements marquants de l'histoire du Soudan, comme les manifestations de 2019 contre le président déchu, Omar El-Béchir. Les gens ont commencé à comprendre progressivement l'art de la mosaïque grâce à mes œuvres, aux médias et aux médias sociaux. J'ai peut-être influencé de nombreuses personnes à travers mes œuvres et les ai aidés à réaliser qu'il existe un art appelé mosaïque qui leur est présenté. Et elles ont commencé à le comprendre et à l'accepter. Le travail de l'artiste a bénéficié de l'adhésion des révolutionnaires qui ont contribué à la création d'une œuvre d'art sur la révolution. Les gens ont commencé à travailler avec moi. L'idée est que je crée une œuvre d'art sur les sit-ins et que les révolutionnaires y participent. La participation n'est pas limitée aux adultes. Les enfants peuvent également y prendre part. La martyre Seth Al-Noufour, militante soudanaise décédée lors des manifestations contre le coup d'État 2021, est aussi une mosaïque de 2 couleurs créée par l'artiste mosaïste. En sport, la coupe Léon Folquet, organisée par la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, a démarré avant-hier au Prytanée militaire de Libreville. Une compétition qui aura pour objectif de détecter les meilleurs athlètes qui seront par la suite encadrés. C'est un reportage de Djamingoma. Ce sont plus de 400 athlètes qui ont foulé les tatamis du gymnase du Prytanée militaire afin de participer à la coupe Léon Folquet, organisée par la Ligue de taekwondo de l'Estuaire. Des catégories de pupilles, minimes, cadets et juniors ont manifesté beaucoup d'envie et d'abnégation lors de cette compétition. Un tournoi important qui se tient sur 2 jours et dont les objectifs sont de déceler les meilleurs afin de les accompagner durant leur progression. C'est la première édition, elle est pour les enfants. Donc nous avons ciblé une certaine catégorie de personnes, les juniors, les cadets, les benjamins et les pupilles. Donc c'est pour la première édition, c'est cette catégorie-là que nous avons tenu à mettre en scène.
Ce tournoi se tient sur 2 jours et dont la dernière journée sera consacrée à la remise des récompenses. L'objectif recherché est le même que lorsque nous avons organisé Baby Winner, c'est-à-dire chercher à développer les talents, chercher une détection des talents. Et comme je le disais tantôt, Léon Folquet, qui a toujours prôné pour la nouvelle génération, pour la formation, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de lui rendre cet hommage. Au niveau des équipes nationales, il y a les équipes nationales des jeunes, donc des minimes, cadets, juniors. Et là, cette compétition va permettre à la direction technique nationale de détecter ces jeunes talents que nous avons besoin de compétitions futures. Parce qu'à l'avenir, nous aurons les Jeux africains de la jeunesse. Et ces Jeux africains de la jeunesse ont besoin des athlètes prêts. Et alors, avec cette coupe Léon Folquet, qui est dédiée aux jeunes, nous on est sûr d'avoir des athlètes aguerris qui pourront représenter le Gabon dans les futures compétitions des jeunes. Représenter le Gabon lors des différentes compétitions prochaines, tel a été l'objectif du président de la Fédération gabonaise de taekwondo de Nimbumba. Le cap a été donc fixé pour les perspectives à venir. Coupe Léon Folquet, justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jeremy Goma du Desk Sport de notre rédaction. Jeremy, bonjour. Bonjour Leslie. Bien, pour avoir assisté au lancement de cette coupe, pouvez-vous nous en dire plus? Il faut dire que ce sont plus de 500 jeunes athlètes qui ont participé à cette compétition dénommée la Coupe Léon Folquet. Ils étaient du côté du gymnase du Prytanée militaire. C'était une compétition qui porte le nom de Léon Folquet, qui est un grand personnage, une personnalité publique du sport. Il a été président du comité national olympique. Il faut dire que voilà, l'objectif de cette compétition était de détecter les jeunes pour pouvoir les accompagner un peu plus tard. Alors, quelle est justement la particularité de cette Coupe Léon Folquet? La particularité, il faut dire que c'est une compétition qui a été organisée pour les plus jeunes, c'est-à-dire les pupilles, les minimes, les cadets et les juniors. Ça leur a permis justement de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir compétir auprès de leurs différents adversaires. L'objectif également de cette compétition était de pouvoir déceler les meilleurs pour pouvoir les encadrer dans un proche avenir. Bien, cette compétition, cette coupe a-t-elle des perspectives? Les perspectives, il faut dire que il faudra d'abord commencer par voir ce qui n'a pas forcément bien marché et pouvoir améliorer lors de la deuxième édition. Parce que là, on parlait de la première édition. La deuxième édition, l'année prochaine, on espère qu'il y aura des innovations. D'accord, Jeremy, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci pour ces différents éléments de réponse. C'est sur cette note de sport que s'achève, mesdames et messieurs, cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur TV+.